Suite au décès de mon grand-père général, mes parents ont tout hérité, me laissant un simple aller pour Paris. Mon père a raillé mon supposé manque d'affection de sa part. Pourtant, à mon arrivée, un chauffeur de la garde républicaine m'attendait, m'annonçant que le président souhaitait me voir. Le son des tambours militaires résonnait encore dans ma tête lorsque le notaire a lu mon nom. À mademoiselle Élise Chevalier, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Votre grand-père vous lègue cette enveloppe. C'était tout. Pas de propriété, pas d'action, aucune mention de l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais la seule de la famille à comprendre le sens du service. Mon père a gloussé à voix basse, incapable de cacher sa satisfaction. Je suppose qu'il ne t'aimait pas beaucoup, ma chérie. Ces mots m'ont frappé plus durement que la sonnerie aux morts qui retentissait dehors. J'ai eu envie de disparaître sur le champ dans cette pièce aux boiseries sombres. Sauf que je ne pouvais pas, car si grand-père m'avait appris quelque chose, c'était de garder la tête haute même lorsque le monde prenait le silence pour de la faiblesse. Tout le monde me fixait tandis que je tenais la petite enveloppe. Ma mère s'éponguait les yeux avec un mouchoir qui n'avait pas absorbé une seule larme. Mon frère aîné, Thomas, se pencha en arrière sur sa chaise, calculant déjà ce que sa part de l'héritage lui permettrait d'acheter. Probablement un autre cheval de course ou une deuxième maison de vacances. Le notaire de grand-père, maître Dubois, s'éclaircit de nouveau la gorge. Madame Chevalier, Monsieur Chevalier, félicitations pour l'héritage de la propriété principale et des comptes financiers associés. Les yeux de mes parents brillaient comme de l'argenterie polie. J'ai ravalé la boule qui montait dans ma gorge et j'ai retourné l'enveloppe. Le sceau portait les initiales de mon grand-père, Hac, Henri-Antoine Chevalier, général 4 étoiles, héros de guerre décoré, et la seule personne qui avait jamais cru que je pouvais faire quelque chose de ma vie sans le nom d'un homme à côté du mien. Après la réunion, je suis sorti sur la terrasse du domaine provençal. L'air d'octobre était vif, lourd du parfum du cèdre et de la poudre à canon de la cérémonie matinale. En bas de la colline, des légionnaires en tenue de cérémonie pliaient son drapeau et le remettaient à ma grand-mère. Elle n'a pas levé les yeux. À l'intérieur, des rires ont éclaté, des verres de vin qui trinquent, de vieilles rancunes se dissolvant dans une nouvelle avidité. La voix de mon père s'élevait au-dessus des autres. Un billet pour Paris. Peut-être qu'elle pourra enfin se trouver un mari avec un titre. Leurs rires m'ont suivi comme des éclats d'obus. Je me suis assise sur les marches de pierre, les doigts tremblants en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier cartonné et quelque chose qui flottait doucement dans le vent. Le papier disait, « Élise, tu as servi discrètement comme je l'ai fait autrefois. Il est temps que tu connaisses le reste. Rends-toi à Paris. » Billet aller simple 6 juin. Le devoir ne s'arrête pas quand on quitte l'uniforme. Grand-père. J'ai déplié le billet. Marseille-Provence à Paris-Orly. Aller simple. Départ le lendemain matin. Mon souffle s'est coupé. Grand-père avait toujours aimé ses missions cryptiques, mais celle-ci semblait différente. Il n'y avait pas d'adresse, pas d'instruction, juste cette unique phrase sur le devoir. Derrière moi, la porte s'est ouverte. « Tu vas vraiment y aller ?» a demandé mon père, faisant tourner son cognac dans son verre comme s'il auditionnait pour l'arrogance en personne. « Oui », ai-je dit simplement. Il a reniflé. « Tu as toujours été une rêveuse. Paris coûte cher, ma chérie. N'appelle pas quand tu n'auras plus d'argent. » Je me suis levé, j'ai épousseté ma robe noire et je l'ai regardé droit dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, papa. Je n'appellerai pas cette nuit-là, j'ai fait ma valise avec mon dossier de la marine, mon uniforme et la lettre. » Le drapeau plié est resté au pied de mon lit. En fermant la fermeture éclair du sac, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Des yeux fatigués, une posture droite et une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la défiance. À l'aube, le taxi a traversé les allées du cimetière des Invalides, dépassant des rangées de pierres tombales blanches qui scintillaient comme du givre sous le soleil levant. Je me suis souvenu des mots de grand-père lors de ma cérémonie d'affectation. Quand tu portes cet uniforme, tu représentes chaque soldat qui ne le peut plus. Ne l'oublie jamais. À l'aéroport, j'ai serré le billet pendant que l'agente d'embarquement le scannait. Elle a levé les yeux, surprise. « Madame, c'est une place en première classe, une courtoisie de la présidence de la République. » Là quoi? Elle a souri poliment. « Vous avez été surclassé. » Mon pouce est accéléré. Je suis monté à bord, m'attendant à moitié à ce que quelqu'un m'arrête, mais personne ne l'a fait. Quelque part entre les nuages de l'Atlantique et le lever du soleil,
j'ai relu la lettre encore et encore, essayant d'en déchiffrer le sens. Quand l'avion a atterri à Orly, un ciel gris s'est ouvert sur une bruine. L'agent des douanes a tamponné mon passeport et m'a fait signe de passer. J'ai roulé ma petite valise vers la sortie, puis je me suis figé. Un homme dans un manteau noir sur mesure se tenait près de la barrière, tenant une pancarte blanche avec mon nom écrit d'une écriture ferme et élégante, lieutenant de vaisseau Élise Chevalier. Nos regards se sont croisés. Il a baissé la pancarte et a offert un salut militaire impeccable. Lieutenant, dit-il avec un accent raffiné, si vous voulez bien me suivre, le président souhaite vous voir. Pendant un instant, j'ai cru que c'était une blague. Puis il a présenté ses accréditations. Présidence de la République, en lettres dorées en relief. La foule autour de nous s'est estompée dans le silence. Je me suis avancé vers lui, le cœur battant. Le président? Oui, lieutenant. Vous étiez attendu. Attendu? Tandis que je le suivais dans l'air humide de Paris vers une voiture noire aux vitres teintées, mon esprit s'emballait. Ma famille devait encore rire à la maison, supposant que j'étais parti à la poursuite de fantômes. Ils n'avaient aucune idée du genre de fantôme que j'étais sur le point de trouver. Quelque part entre le deuil et l'incrédulité, un calme étrange s'est installé en moi. Je n'étais plus la petite fille pauvre avec une enveloppe vide. J'étais en mission, une dernière mission d'un général qui n'a jamais cessé de donner des ordres, même d'outre-tombe. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais de nouveau soldat. La pluie n'avait pas cessé depuis mon atterrissage à Paris. Ce n'était pas le genre de tempête qui crie. C'était une pluie calme et délibérée, comme si la ville elle-même écoutait. Le chauffeur m'a guidé à travers la foule d'Orly avec une efficacité qui suggérait que ce n'était pas sa première mission secrète. Il ne parlait que lorsque c'était nécessaire, son accent net tranchant sur le bourdonnement des valises à roulettes. Lieutenant, le véhicule attend dehors. La DS9 noire brillait sous le ciel gris. Sa plaque d'immatriculation ne portait pas de chiffres, seulement un drapeau tricolore. Quand je suis monté à l'intérieur, l'odeur du cuir et du luxe discret a empli l'air. Le chauffeur a fermé la portière derrière moi et a commencé à parler par-dessus son épaule. Vous allez être conduite directement au palais de l'Élysée. Monsieur le Président a demandé votre présence personnellement. J'ai regardé par la fenêtre, essayant de comprendre pourquoi un président se soucierait de la mort d'un général français à la retraite ou de sa petite fille. Mon grand-père était-il connu ici, ai-je demandé prudemment. Le chauffeur n'a pas répondu immédiatement. Dans certains cercles, lieutenant, il était considéré comme un homme d'une discrétion inhabituelle. Cela ressemblait à une phrase tirée d'un briefing classifié, pas d'un éloge funèbre. Pendant que nous roulions, Paris se déroulait derrière ma fenêtre, la Seine scintillant sous les ponts, des gardes républicains montant la garde devant des palais que je n'avais vus que dans les livres d'histoire. La ville portait un poids qui exigeait le silence. J'ai pensé au mot de grand-père, le devoir ne s'arrête pas quand on quitte l'uniforme. C'était peut-être sa version d'un salut final. La voiture a franchi des grilles en fer forgé marquées du sceau de la République. Des gardes ont vérifié les accréditations, ont salué et nous ont fait signe de passer. Mon souffle s'est coupé lorsque le palais de l'Élysée est apparu. Sa façade de pierre s'élevait à travers la brume comme quelque chose d'un autre temps. À l'intérieur, tout était velours et discipline. Des portraits de présidents bordaient les couloirs. Chaque surface brillait d'ordre et de raison d'être. J'ai suivi le chauffeur à travers des corridors jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant un homme grand en uniforme, un gentleman plus âgé dont la prestance me rappelait celle de grand-père lui-même. « Lieutenant Chevalier », dit-il en tendant la main. « Je suis monsieur Étienne Blanchard, secrétaire particulier de monsieur le Président. » Sa poignée de main était ferme, ses yeux vifs. « Vous devez vous demander pourquoi vous êtes ici. » C'est un euphémisme, ai-je répondu. Il a souri légèrement. Votre grand-père était un homme de devoir et de secret. Pendant la guerre froide, il a commandé une opération conjointe franco-britannique qui a évité un résultat plutôt désastreux. Peu de gens savent qu'elle a existé, et encore moins ce qu'elle lui a coûté. J'ai senti mon pouce accélérer. Vous voulez dire qu'il travaillait pour les services secrets britanniques? D'une certaine manière, dit monsieur Blanchard, il jouissait ici d'une grande confiance. En remerciement, le gouvernement britannique lui a offert une distinction personnelle, qu'il a déclinée. Il a demandé que cette reconnaissance soit différée. Différée à quand? Il a fait un geste vers une table voisine. Dessus se trouvait un petit coffret en cuir frappé du drapeau tricolore et du drapeau britannique. À vous.
À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée, une médaille d'or et une lettre dont j'ai reconnu instantanément l'écriture. Celle de grand-père. Élise, j'ai décliné mon honneur pour qu'un jour il puisse signifier quelque chose de plus grand. Si tu lis ceci, cela veut dire que tu l'as mérité, non par le grade, mais par le service. Remets cette médaille là où elle doit être. Le président comprendra. À chasser ma gorge s'est serrée. La médaille scintillait dans la douce lumière, une croix d'or et d'argent où les emblèmes des deux nations s'entremêlaient. Monsieur Blanchard me regardait en silence. Votre grand-père voulait que vous acheviez ce qu'il avait commencé. Il y a un autre dossier que vous devez voir. Il m'a tendu un dossier marqué Opération Souvenir. À l'intérieur se trouvaient des photos de soldats, français et britanniques, qui avaient servi sous le commandement de grand-père dans des missions humanitaires à travers l'Europe. Certains visages m'étaient familiers d'après de vieux albums photos, d'autres étaient des inconnus. Ces hommes et ces femmes ont formé la base d'un fonds de secours pour les anciens combattants, a-t-il expliqué. Votre grand-père l'a financé personnellement pendant des décennies. À sa mort, il est devenu inactif, mais il peut être réactivé avec votre autorisation. J'ai cligné des yeux, essayant d'absorber le poids de tout cela. Vous voulez dire qu'il m'a laissé une mission? Un héritage, corrigea doucement Monsieur Blanchard. Un pont entre nos nations, construit non pas avec la politique, mais avec le service. Le président souhaitait vous remercier personnellement d'avoir accepté cette responsabilité. Il a ouvert une porte latérale, et pendant un instant, j'ai oublié comment respirer. La pièce au-delà était plus petite que je ne l'imaginais. Pas de caméra, pas de foule, juste un espace calme inondé de la lumière de l'après-midi. Debout près d'une fenêtre donnant sur le jardin se trouvait un homme en costume sobre. La voix de Monsieur Blanchard s'est adoucie. Monsieur le Président, voici le lieutenant Élise Chevalier. Le président s'est tourné vers moi, son sourire bienveillant mais vif d'intelligence. Alors, vous êtes la petite fille d'Henri Chevalier, dit-il, sa voix douce mais pleine d'autorité. Il parlait souvent de vous. Je suis resté figé, des années d'entraînement militaire se résumant à un instinct. J'ai salué avant de réaliser à quel point cela devait paraître absurde. Il a ri doucement. Repos, mon lieutenant. Nous sommes alliés, après tout. J'ai baissé la main, le cœur battant. Monsieur le Président, je ne savais pas, peu de gens le savaient, interrompit-il gentiment. Le service de votre grand-père dépassait les médailles. Il croyait que le véritable honneur se trouve dans les actes discrets, pas dans les grandes cérémonies. Je crois comprendre que vous avez choisi de poursuivre son œuvre. Je ne sais pas encore, ai-je admis. Il m'a étudié un moment qui a semblé durer une éternité. Alors permettez-moi de vous offrir un conseil qu'il m'a donné un jour. L'héritage d'un soldat n'est pas ce dont il hérite, mais ce qu'il transmet. Ces mots ont frappé avec la précision d'un ordre. Quand j'ai quitté le palais, la bruine avait cessé. Le chauffeur attendait près de la voiture, tenant un parapluie. Quelle est la prochaine destination, lieutenant? J'ai baissé les yeux sur le coffret en cuir dans mes mains. Pour la première fois, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'héritage. Il s'agissait de confiance. Grand-père m'avait envoyé ici non pas pour recevoir quelque chose, mais pour faire quelque chose. Conduisez-moi aux archives, ai-je dit doucement. J'ai besoin de savoir ce qu'il a construit. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai vu le drapeau britannique flotter au loin et j'ai pensé au drapeau tricolore plié dans ma valise. Deux mondes, une seule mission. Et quelque part, je pouvais presque entendre le rire rauque de grand-père. Bien joué, ma petite. Ton service n'est pas encore terminé. Les archives n'étaient pas ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé de la poussière et du silence, quelque chose d'ancien et de cérémoniel. Au lieu de cela, les archives sécurisées sous le palais de l'Élysée étaient vivantes d'une précision silencieuse. Des hommes et des femmes en costume et gants blancs se déplaçaient entre des rangées de boîtes classifiées marquées de symboles estompés, DGSE, OTAN, et quelques abréviations codées que je n'osais pas déchiffrer. Monsieur Blanchard m'accompagnait, ses chaussures cirées ne faisant presque aucun bruit sur le sol en marbre. Les documents de votre grand-père ont été scellés en 1984, a-t-il expliqué. Il a laissé des instructions explicites pour qu'il ne soit ouvert que par un membre de sa lignée directe ayant des états de service actifs. Cela expliquerait le timing, ai-je murmuré. Il est décédé juste avant mon prochain déploiement. Exactement, dit-il en s'arrêtant devant un terminal de sécurité. Après avoir scanné mon passeport et ma carte d'identité militaire,
il a posé sa main sur le lecteur. La porte renforcée s'est ouverte dans un sifflement. À l'intérieur attendait une seule mallette en métal étiquetée Chevalier, Henri A, dossier de service conjoint. Il a fait un geste. C'est à vous. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des journaux manuscrits, des photographies et une pile de lettres officielles scellées avec les emblèmes français et britanniques. L'odeur de vieille encre et de fumée de tabac s'élevait des pages, si distinctement lui que j'ai dû retenir mes larmes. Monsieur Blanchard est resté en retrait, me laissant de l'espace. Prenez votre temps, lieutenant. La première page du journal commençait simplement, si Élise trouve un jour ceci, dites-lui que certains honneurs sont destinés à être mérités 2 fois. Une fois dans la vie, une fois dans la mémoire. Mes mains tremblaient légèrement en tournant les pages. Chaque entrée relatait des opérations qui n'ont jamais figuré dans les livres d'histoire, des évacuations à Berlin, des transferts de renseignements en Europe de l'Est, des missions de reconstruction dans des villages déchirés par la guerre. Il avait travaillé aux côtés d'officiers britanniques, non pas comme un soldat de haut rang, mais comme un ami qui croyait au même code, ne laissait personne derrière. Au fond se trouvait une photographie jaunie. Grand-père se tenait à côté d'un jeune président Valéry Giscard d'Estaing, tous deux en uniforme, souriant comme s'ils venaient de survivre à quelque chose de monumental. Sous la photo, écrit dans ses lettres capitales militaires soignées, les vrais alliés ne prennent jamais leur retraite. J'ai dégluti difficilement. Il était vraiment l'un des leurs, n'est-ce pas? Monsieur Blanchard a hoché la tête. Le courage de votre grand-père a sauvé des vies pendant une période délicate, mais il a refusé toutes les décorations, insistant pour que la mission reste anonyme. Il croyait que le service devait parler plus fort que la cérémonie. J'ai caressé la photo du bout des doigts. Alors pourquoi moi? Pourquoi m'envoyer ici? Parce que vous avez suivi ces traces, dit doucement Monsieur Blanchard. Vous vous êtes engagé dans la Marine nationale. Vous avez gardé votre intégrité intacte dans une famille qui ne la comprenait pas. J'ai levé les yeux brusquement. Il n'a pas scié. Ces mots, pas les miens, a-t-il ajouté. Il voulait vous transmettre quelque chose de plus que des médailles. Il voulait que vous compreniez ce que le devoir signifiait vraiment. Il a désigné un autre dossier, plus petit et plus récent. Celui-ci contient sa dernière requête. Il a demandé qu'il soit remis directement à Monsieur le Président à votre arrivée. J'ai froncé les sourcils. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Il a esquissé un sourire diplomatique. Cela dépasse mon habilitation, lieutenant. Le reste de la journée s'est écoulé dans un flou de lecture, d'écoute, d'absorption. Chaque document approfondissait ma compréhension de qui était vraiment mon grand-père, un homme qui utilisait son influence non pas pour chercher le pouvoir, mais pour protéger. Quand nous avons quitté les archives, le crépuscule s'était installé sur Paris, et la ville brillait comme une chandelle sous le brouillard. Monsieur le Président demande à vous voir une fois de plus, a dit Monsieur Blanchard alors que nous atteignions la voiture. Il souhaite vous parler en privé. Les grilles du palais se sont de nouveau ouvertes, mais cette fois, l'air semblait plus lourd, plus respectueux. Les gardes ont hoché la tête comme s'ils savaient déjà qui j'étais. Un valet de pied m'a conduite dans une pièce plus petite, richement éclairée par des appliques dorées. Le président se tenait près de la cheminée, les mains jointes, le regard pensif. Lieutenant Chevalier, dit-il, vous avez vu les dossiers? Oui, monsieur le président, ai-je dit, me tenant au garde à vous avant de me reprendre. La formalité vous va bien, dit-il avec un léger sourire. Mais je vous en prie, détendez-vous. Vous avez hérité de suffisamment de discipline pour 2 générations. J'ai souri, mais mon sourire s'est vite effacé. Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi mon grand-père vous a impliqué dans tout ça. Il aurait pu simplement me laisser une lettre. Il s'est approché, son expression s'adoucissant. Il savait qu'une lettre ne suffirait pas. Il voulait que vous ressentiez le poids du service, que vous sachiez que l'héritage de votre famille ne repose pas sur la richesse, mais sur la gestion responsable. La gestion responsable. Le président a hoché la tête. Votre grand-père a aidé à établir un fonds conjoint il y a des décennies, ce que nous appelons maintenant la Fondation du Souvenir. Elle a été créée pour soutenir les anciens combattants blessés et leurs familles dans nos 2 pays. Quand il a pris sa retraite, la branche française du fonds est tombée en sommeil. Il espérait que vous la ranimeriez. J'ai cligné des yeux. Moi? Qui de mieux, dit-il simplement. Vous comprenez à la fois le devoir et la compassion. Le général était clair. Son patrimoine n'a jamais été destiné à la complaisance.
Il était destiné à avoir un impact. Il s'est écarté et a désigné une boîte en velours sur le manteau de la cheminée. À l'intérieur, vous trouverez sa distinction, celle qu'il a déclinée. Je l'ai ouverte avec précaution. La médaille scintillait, d'or et de pourpre, gravée des mots pour service au-delà des frontières. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Le dernier souhait de votre grand-père, a-t-il continué, était que vous l'acceptiez à sa place, au nom de chaque soldat qui a servi discrètement sans reconnaissance. Je pouvais à peine parler. Je ne mérite pas ça. Le président a souri légèrement. Lui non plus, d'après lui-même. C'est précisément pourquoi il le méritait. Pendant un long moment, la pièce fut silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Finalement, il a tendu la main. Lieutenant Chevalier, puis-je ? J'ai hoché la tête. Il a épinglé lui-même la médaille à mon uniforme. Le geste semblait incroyablement personnel, presque sacré. Quand il a reculé, il a dit doucement, il m'a dit un jour, ma petite fille saura quoi faire le moment venu. Je crois qu'il avait raison. J'ai dégluti difficilement. Que suis-je censé faire, monsieur le président ? Rentrez chez vous, dit-il. Servez à nouveau, mais cette fois, à votre manière. Ces mots ont résonné en moi comme s'ils avaient été prononcés par eux deux, lui et grand-père ensemble. Quand j'ai quitté le palais cette nuit-là, Paris brillait sous la pluie. Je tenais la médaille dans ma paume, son poids à la fois insupportable et réconfortant. Quelque part de l'autre côté de l'océan, ma famille célébrait probablement encore son héritage, ignorant que celle dont il s'était moqué portait maintenant un legs signé par le président lui-même. Pour la première fois, j'ai réalisé que grand-père ne m'avait rien laissé. Il m'avait laissé tout ce qui comptait. De retour à mon hôtel cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La pluie tapotait doucement sur la fenêtre comme le tic-tac d'une horloge, m'incitant à agir. La médaille de grand-père reposait sur le bureau à côté du dossier scellé du président. Le poids de tout cela pesait sur ma poitrine. L'honneur, la confusion, et quelque chose qui ressemblait étrangement au destin. J'ai finalement ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de parchemin, le sceau de la République en relief doré. On pouvait y lire « La Fondation du Souvenir », établie conjointement sous les gouvernements de la France et du Royaume-Uni, financée par le général Henri A. Chevalier. En cas de son décès, son successeur désigné est autorisé à reprendre les opérations sous double approbation. En bas, il y avait une ligne pour la signature, Élise Chevalier, lieutenant de vaisseau, Marine nationale. Pendant un instant, je suis resté à regarder. Mon grand-père ne m'avait pas laissé un cadeau. Il m'avait laissé une responsabilité. Le lendemain matin, j'ai de nouveau rencontré Monsieur Blanchard et une jeune assistante nommée Clara. Elle m'a apporté un thé assez fort pour y faire tenir une cuillère et une pile de dossiers plus vieux que le mariage de mes parents. Votre grand-père a financé ces opérations discrètement pendant des décennies, a dit Clara. Des logements pour les vétérans blessés, des bourses pour leurs enfants, des programmes de réinsertion. Tout s'est arrêté après un incident au début des années 2000. Quel genre d'incident ? Elle a hésité. Une mauvaise gestion financière. Les administrateurs français, dont votre père, ont gelé les actifs de la fondation après un différend. La moitié britannique est restée intacte, mais le côté français est tombé dans le silence. Mon pouls s'est accéléré. Mon père ? Monsieur Blanchard a hoché la tête solennellement. Il a obtenu des droits administratifs limités par le biais de la succession de votre grand-père. Malheureusement, il les a utilisés pour détourner des fonds vers des entreprises personnelles, à la limite de l'illégalité. Le président a choisi de ne pas intervenir par respect pour la vie privée de votre grand-père, mais il était convaincu que le jour viendrait où vous corrigeriez cela. Les mots m'ont frappé comme une vague froide. C'était donc la vraie raison du billet pour Paris. Grand-père savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à son fils. Il m'avait envoyé pour finir ce qu'il ne pouvait pas faire sans déclencher un scandale. J'ai demandé à voir les registres. Les chiffres ne mentaient pas. Des années de dons avaient été redirigées vers des sociétés écrans, des développements de luxe, des investissements privés, le tout sous l'égide de la holding Chevalier. J'ai eu la nausée. La voix de Clara s'est adoucie. Nous pouvons vous aider à rétablir la fondation. Il suffit de votre signature en tant que successeur. Une fois réactivée, la branche française reprendra le contrôle des actifs. Mais Monsieur Blanchard s'est penché en avant. Vous déclarerez une guerre ouverte à votre famille, légalement, éthiquement, socialement.
Êtes-vous prête à cela? J'ai pensé au drapeau de grand-père plié sur ma table de chevet. Au rire dans ce salon provençal, au sourire suffisant de mon père quand il a dit « Je suppose qu'il ne t'aimait pas beaucoup ». Oui, ai-je dit doucement. Je suis prête. Cet après-midi-là, nous nous sommes rendus au trésor public pour finaliser le transfert. J'ai signé les documents, chaque trait de plume aussi régulier qu'un battement de cœur. Une fois terminé, Monsieur Blanchard m'a remis une copie certifiée de la charte. Félicitations, lieutenant, a-t-il dit. La fondation du souvenir vous appartient désormais. Appartient. Le mot semblait étrange. Elle n'était pas à moi. Pas vraiment. Elle était à tout le monde. Mais elle portait son nom, et cela signifiait tout. Avant que je ne parte, Clara a glissé une deuxième enveloppe dans ma main. Ceci provient du coffre-fort personnel du défunt général, a-t-elle chuchoté. Il voulait que vous l'ayez une fois que vous auriez signé. Dans le taxi qui me ramenait à l'hôtel, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule photographie. Grand-père debout avec un groupe de vétérans, leurs mains posées sur les épaules les uns des autres. Au dos, il avait écrit « Le service ne s'arrête jamais, Élise ». Il ne fait que changer d'uniforme. Les larmes ont brouillé l'encre. Ce soir-là, j'ai envoyé un courriel à mon commandant à Toulon pour demander une réaffectation temporaire en métropole pour des questions de succession familiale. Je n'ai pas donné de détails. Il a répondu en quelques heures. Prenez le temps qu'il vous faut, lieutenant. Vous l'avez mérité. Quand je suis monté à bord du vol de retour le lendemain matin, je n'emportais que 3 choses, la médaille, la charte et la note de grand-père. Tout le reste, le ressentiment, la douleur, la confusion, est resté derrière dans le brouillard parisien. Alors que l'avion s'élevait au-dessus de la France, j'ai repassé les mots du président dans mon esprit. Servez à nouveau, à votre manière. C'était peut-être ce que grand-père voulait dire depuis le début. Le service ne consistait pas à obéir aux ordres. Il s'agissait de répondre aux appels silencieux que personne d'autre ne pouvait entendre. Quand les roues ont touché le sol à Marseille, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je n'étais plus la petite fille oubliée. J'étais le dernier soldat du général. Et ma mission ne faisait que commencer. Le temps que j'atterrisse en Provence, l'automne avait rendu l'air vif et doré. Le domaine des chevaliers dominait les collines comme une forteresse d'orgueil et de verre poli. Chaque pierre achetée avec le sacrifice de quelqu'un d'autre. Je n'étais pas revenu à la maison depuis les funérailles. Papa attendait dans l'allée, un café à la main, ses lunettes de soleil reflétant la dernière lumière du jour. « Tiens, regarde qui a décidé de revenir de ses vacances présidentielles, » dit-il avec un sourire en coin. « Le président t'a offert le thé et sa sympathie ?» J'ai souri légèrement. Quelque chose comme ça. Maman est apparue derrière lui, tirée à 4 épingles comme toujours. Tu aurais dû nous dire que tu partais, Élise. Les voisins ont demandé où tu étais passée. C'était embarrassant. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance, ai-je dit doucement, passant devant eux pour entrer. À l'intérieur, la maison sentait le chêne poli et l'argent. Les mêmes portraits de famille étaient accrochés au mur. La photo militaire de grand-père en plein centre, entourée des trophées de golf de mon père et des diplômes universitaires de mon frère. Son uniforme semblait déplacé au milieu de tout cet égo. Au dîner, il parlait de leur héritage comme si c'était un jeu. Papa décrivait les rénovations du domaine, le nouveau vignoble, le marbre importé pour le hall d'entrée. Maman hochait la tête fièrement, faisant tourner son vin. Quand elle s'est enfin tournée vers moi, son ton était un mélange d'amusement et de condescendance. Alors, qu'as-tu fait à Paris? Du tourisme, du shopping. J'ai posé ma fourchette. Je suis allé au palais de l'Élysée. La table est tombée dans le silence pendant un instant. Puis papa a éclaté de rire. Bien sûr. Et j'ai déjeuné avec le Premier ministre la semaine dernière. J'ai rencontré le secrétaire particulier du président, ai-je continué d'un ton égal. Il m'a demandé de prendre la relève de quelque chose que mon grand-père avait commencé. Maman a penché la tête. Un passe-temps? Une fondation. Papa a haussé un sourcil. Oh, pourquoi faire? Des thés dansants et de vieux uniformes? Pour les vétérans blessés, ai-je dit. Grand-père l'a fondé avec les Britanniques il y a des décennies. Il me l'a laissé. Le sourire narquois de papa s'est effacé. C'est ridicule. Il n'en a jamais parlé. Peut-être pas à toi,
ai-je répondu. Pour la première fois ce soir-là, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Pas de la colère, mais de la peur. Il a baissé les yeux sur son verre. Eh bien, quelle que soit la fantaisie que tu t'es construite, j'espère qu'elle te tiendra occupé. Certains d'entre nous ont de vraies responsabilités. Le reste du dîner fut fait de silence et de bruit de couverts. Plus tard, alors que je me tenais sur la terrasse arrière à regarder la lune se lever sur les champs, j'ai entendu des pas derrière moi. Maman m'a rejointe, les bras croisés. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être importante, Élise. C'est mignon, mais tu ne feras que te mettre dans l'embarras. Je me suis tourné vers elle. Tu sais ce qui est vraiment embarrassant? Avoir une fille qui a servi son pays et avoir encore honte d'elle. Ses lèvres se sont pincées. Tu as toujours été dramatique. Non, ai-je dit en m'approchant. J'ai juste fini de m'excuser d'être quelque chose que tu ne comprendras jamais. Elle n'a pas répondu. De retour dans mon ancienne chambre, les murs étaient encore tapissés de médailles et de distinctions encadrées que grand-père m'avait données au fil des ans. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert les fichiers cryptés que M. Blanchard m'avait envoyés. Tout y était, les registres, les actes de fiducie, la preuve de la manière dont papa avait détourné des fonds vers des comptes personnels. Mes mains tremblaient, non de rage, mais de clarté. Ce n'était pas la vengeance que je voulais. C'était la justice. Le lendemain matin, je me suis rendu à Aix-en-Provence et j'ai rencontré l'avocat de longue date de la famille Chevalier, Maître Dubois, le même homme qui m'avait tendu cette enveloppe aux funérailles. Ses yeux se sont écarquillés quand il a vu le sceau de la République sur ma mallette. Lieutenant Chevalier, dit-il en se levant. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à vous revoir. J'ai besoin que vous traitiez quelques documents, ai-je dit en faisant glisser les papiers sur son bureau. Il a mis ses lunettes et a lu en silence. Vous réactivez la Fondation du Souvenir. Oui, et je transfère tous les actifs qui y sont associés sous la supervision fédérale et présidentielle. Il a cligné des yeux. Cela signifie que votre père perdra le contrôle de plusieurs comptes joints. Je sais. Il m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête lentement. Votre grand-père serait fier. Quand j'ai quitté le bureau, le soleil du matin perçait à travers les nuages. Pour la première fois, je me sentais légère. Ce soir-là, le téléphone a sonné. La voix de papa a tonné dans le récepteur. Que as-tu fait? Élise. Dubois a dit que tu avais déposé quelque chose auprès du trésor. J'ai gardé un ton calme. J'ai juste exaucé le dernier souhait de grand-père. La fondation est de nouveau active. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tous les droits, ai-je dit, légalement et moralement. Il y eut une longue pause. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus basse. Tu ne comprends pas l'image que ça donne. Je pense que si. Ça donne l'image de la responsabilité. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Dehors, l'air nocturne sentait de nouveau la pluie. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai levé les yeux vers les étoiles. Quelque part, grand-père devait glousser, non pas de triomphe, mais de soulagement. Je n'étais plus en colère. J'étais juste libre. Et tandis que les cigales chantaient et que le vent bruissait dans les arbres, j'ai murmuré les mots qu'il m'avait dit un jour quand j'étais enfant. Tiens bon, Élise. Un jour, ils te salueront. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Le salut était déjà mien. 3 jours plus tard, j'étais au milieu de mon café du matin quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. SMS, alerte d'actualité et appels manqués illuminaient l'écran comme un feu d'artifice. Au début, j'ai cru qu'il y avait un problème avec les papiers de la fondation. Puis j'ai vu le titre, le président soutient une fondation franco-britannique pour les vétérans, la petite fille du général Chevalier dirigera la réactivation conjointe. Et là, c'était mon nom, juste sous celui de grand-père. Lieutenant de vaisseau Élise Chevalier, réserve de la Marine nationale, nommée directrice de la Fondation du Souvenir. L'article incluait une photo dont j'ignorais l'existence, moi, debout à côté de M. Blanchard devant le palais de l'Élysée, la médaille épinglée à mon uniforme. La légende disait, honorer un héritage de service à travers les générations. Le temps que je finisse de lire, le téléphone sonnait déjà à nouveau. Papa. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Bonjour, papa. Bonjour. As-tu la moindre idée de ce qui se passe? Il y a une photo de toi avec l'entourage du président dans le journal.
Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Exactement ce que grand-père m'a demandé de faire, ai-je dit calmement. J'ai rétabli sa fondation. Tu as agi dans mon dos. Réalises-tu ce que cela signifie pour les finances de notre famille, les comptes, les propriétés? Ils n'ont jamais été à nous, ai-je interrompu. Ils appartenaient aux vétérans. Sa voix s'est durcie. Tu te prends pour une héroïne, maintenant? Non, ai-je dit doucement. Je pense que j'ai simplement arrêté de prétendre que je n'en étais pas une. Il a raccroché. À midi, les journalistes avaient commencé à appeler le domaine. Mon frère m'a envoyé un texto, tu es vraiment devenu une personnalité, hein. Ma mère a simplement écrit, il faut qu'on parle. Quand je suis arrivé ce soir-là, le portail d'entrée était déjà ouvert, un symbole tacite que les murs de la famille s'étaient fissurés. Papa faisait les 100 pas dans le hall, les manches retroussées, la cravate desserrée, les yeux rouges. Élise, dit-il d'une voix tendue. Tu nous as humiliés. J'ai soutenu son regard sans ciller. Non, papa. Je nous ai révélés. Sa mâchoire s'est crispée. Tu te crois meilleur que ta propre famille, maintenant? Je pense que j'ai appris du seul membre qui comprenait l'honneur. Maman s'est avancée, se tordant les mains. Ton père a travaillé dur pour tout ce qu'il a avec l'argent de grand-père, ai-je coupé. De l'argent qui était censé reconstruire des maisons pour les vétérans. De l'argent que tu as transformé en vignoble et en maison de vacances. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis, papa a explosé. Tu es une ingrate. Tu ne serais rien sans ce nom de famille. C'est drôle, ai-je dit en sortant le document plié de mon manteau. C'est exactement de ça que je suis venu parler. J'ai posé la charte de la Fondation du Souvenir sur la table. Depuis hier, la Fondation est sous protection de l'État et de la Présidence. Chaque centime qui a été détourné est en train d'être restitué à sa juste cause. Vous recevrez un avis d'audit formel d'ici une semaine. Son visage a perdu toute couleur. Tu n'oserais pas, je l'ai déjà fait. La voix de maman tremblait. Élise, ça va nous ruiner. Non, ai-je dit doucement. Ça va nous sauver. Simplement pas de la manière que vous pensez. Papa s'est détourné, s'agrippant au bord de la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Tu as déshonoré la mémoire de ton grand-père. Je me suis approché. Non, papa. Je l'ai honoré. Tu es juste contrarié que, pour une fois, ce ne soit pas toi qui portes l'uniforme. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme le tonnerre après l'éclair. Quand je suis parti, la maison derrière moi semblait plus petite, d'une certaine manière. Le domaine, les tableaux, les trophées, tout cela ressemblait à des accessoires de théâtre. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma voiture sur la colline surplombant le domaine. Les lumières de la terrasse scintillaient, minuscules et fragiles, tandis que mon téléphone vibrait à nouveau, cette fois avec un appel de Monsieur Blanchard. Lieutenant Chevalier, dit-il chaleureusement. J'imagine que vous avez vu la couverture médiatique. En effet. Le président a été ravi. Il m'a demandé de vous transmettre ses félicitations personnelles et de vous informer que votre discours pour l'inauguration de la fondation a été programmé pour la semaine prochaine. Mon quoi? Il y aura des représentants des deux gouvernements, plusieurs généraux et quelques familles de vétérans. C'est une occasion importante. J'ai ri nerveusement. Je ne suis pas une politicienne, Monsieur Blanchard. Non, dit-il, et c'est précisément pourquoi vous êtes la bonne personne. Votre grand-père voulait quelqu'un qui puisse parler avec le cœur, pas depuis une tribune. La semaine suivante s'est écoulée dans un tourbillon de préparatifs. J'ai répété devant le miroir, puis j'ai arrêté. Grand-père aurait détesté ça. Il disait toujours, parle simplement, Élise. La vérité n'a pas besoin de fioritures. Le jour de la cérémonie, l'amphithéâtre de l'école militaire à Paris était bondé. Des rangées d'uniformes, de rubans et de médailles brillaient sous les lumières. Un portrait du général Henri A. Chevalier se tenait à côté de la scène, drapé des deux drapeaux. Quand on a appelé mon nom, je me suis dirigé vers le podium, le son de mes talons résonnant comme des battements de tambour. Bonjour, ai-je commencé, la voix stable. Quand j'étais petite fille, mon grand-père m'a dit qu'un soldat ne prend jamais vraiment sa retraite. Il change simplement de champ de bataille. Je n'ai compris ce qu'il voulait dire que maintenant. J'ai parlé d'honneur, de service, de ce que signifiait porter un héritage qui n'était pas construit sur la richesse,
mais sur la foi en l'humanité. J'ai parlé des vétérans qui rentraient chez eux et étaient oubliés, et de la manière dont cette fondation s'assurerait qu'ils ne le soient plus jamais. Quand j'ai fini, la salle était silencieuse. Puis les applaudissements sont venus, doux au début, puis tonitruants. Quelque part dans cette mer d'uniformes, j'ai vu un vieux fusilier marin s'essuyer les yeux. Après, alors que je me tenais en coulisses, Monsieur Blanchard s'est approché. « Votre grand-père aurait été fier », a-t-il dit. « Je l'espère. » Il a souri. Il aurait dit « Mission accomplie, lieutenant ». Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon téléphone s'est allumé avec un nouveau message d'un numéro inconnu. C'était papa. Ton discours était quelque chose. Je n'avais pas compris avant. Je comprends maintenant. Je suis désolé. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pour la première fois, le silence entre nous ressemblait moins à un mur qu'à un pont attendant d'être traversé. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Certaines vérités n'avaient pas besoin de mots. Elles avaient juste besoin de temps. Dehors, le ciel nocturne s'étendait, large et plein d'étoiles, du même genre que celles que grand-père utilisait pour tracer ses missions. J'ai baissé la vitre, j'ai respiré l'air froid et j'ai chuchoté, bien reçu, mon général. 6 mois plus tard, le printemps a déferlé sur la Provence comme une rédemption silencieuse. Le vignoble derrière le domaine des Chevaliers a de nouveau fleuri, mais cette fois sans l'orgueil creux qui l'étouffait autrefois. Les gros titres s'étaient estompés, les audits étaient terminés, et la fondation du souvenir prospérait, des maisons construites, des bourses accordées et des soldats oubliés honorés. Mais je n'étais pas revenu depuis la nuit de notre confrontation. Pas avant aujourd'hui. Le moteur de la voiture ronronnait doucement alors que je me garais sous le vieux chêne que grand-père avait planté l'année de ma naissance. Le vent sentait légèrement le lilas et la pluie. Je suis sorti dans mon uniforme de cérémonie de la marine, la médaille brillant faiblement sous la lumière nuageuse. Ce n'était pas pour le spectacle. C'était par respect. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse frapper. Maman se tenait là, plus petite en quelque sorte, sa voix incertaine. « Tu es magnifique, Élise. »« Merci, maman. » Elle a hésité. « Ton père est dans le jardin. » J'ai hoché la tête et je suis passé devant elle, empruntant le familier chemin de pierre qui menait au mémorial de grand-père. Il avait été enterré sous le drapeau qu'il avait autrefois salué, sous une plaque de marbre qui disait « Général Henri A. Chevalier, au service du devoir et de l'humanité ». Papa était agenouillé près de la tombe, taillant l'herbe autour avec une précision tranquille. Ses cheveux autrefois impeccables étaient maintenant striés d'argent. Quand il a levé les yeux, il n'y avait pas d'arrogance, seulement de la lassitude. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-il doucement. Je n'étais pas sûr de le faire, ai-je admis. Il s'est assis sur ses talons et a expiré lentement. Il me fallait du temps pour affronter ce que j'avais fait, à lui, à toi, à ce que notre nom représentait. Je l'ai regardé redresser les petits drapeaux français et britanniques de chaque côté de la pierre. Il aimerait ça, ai-je dit. 2 nations côte à côte. Il a souri légèrement. Il a toujours cru que la force venait des alliances. Je n'ai jamais compris ça avant de regarder ton discours. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Les oiseaux chantaient quelque part au loin. Le monde était de nouveau vivant. Finalement, il s'est tourné vers moi. Tu sais, j'étais en colère au début. Je pensais que tu nous avais trahis. Mais ensuite, j'ai réalisé que tu étais la seule à te souvenir de qui nous étions censés être. J'ai ravalé le nœud dans ma gorge. Je ne voulais rien détruire, papa. Je ne pouvais simplement pas laisser son travail mourir dans la cupidité. Il a hoché la tête lentement. Tu ne l'as pas détruit. Tu l'as racheté. L'air entre nous s'est adouci, fragile, mais honnête. Il a fouillé dans sa poche et en a sorti une petite boîte usée. Ton grand-père m'a donné ça après ma première promotion. Je ne l'ai jamais ouverte. Je n'étais pas prêt. Il me l'a tendue. À l'intérieur se trouvait une seule pièce d'échec en argent. La reine. Un jour, donne ceci à la personne qui comprend le jeu mieux que tu ne l'as jamais fait, a récité doucement papa. Il devait savoir que ce serait toi. J'ai ri, m'étouffant à moitié de larmes. Il a toujours aimé ces symboles. Nous sommes restés là un long moment, non pas comme des adversaires, mais comme 2 soldats du même côté, pour une fois. Quand maman nous a rejoints, elle tenait un bouquet de roses blanches. Je suis désolé, a-t-elle dit avant que je puisse parler.
Pour ce que j'ai dit lors de la lecture du testament. Pour ce que je pensais de toi. J'ai pris sa main doucement. Ce n'est rien, maman. Nous voyons tout ce que nous voulions voir à l'époque. Non, dit-elle en secouant la tête. Tu as vu ce qui comptait. Elle a placé les fleurs près de la tombe, et ensemble nous avons incliné la tête. Plus tard, alors que nous retournions vers la maison, papa s'est arrêté près des marches de la terrasse. Nous voulons aider, a-t-il dit. La fondation, de quelque manière que ce soit. Pas pour le mérite, juste pour faire quelque chose de bien pour une fois. J'ai souri, sentant la vieille douleur se desserrer. Alors commencer par le projet de logement pour vétérans à Toulon. Ils auraient besoin d'une bonne équipe de construction. Ses sourcils se sont haussés. Tu me ferais confiance avec ça? Je ne te donne pas le projet, ai-je dit avec un sourire. Je t'offre une chance de servir. Il a hoché la tête, comprenant parfaitement. Ce soir-là, je suis allé sur la côte où grand-père m'emmenait pêcher. L'eau scintillait d'or sous le coucher du soleil, calme et vaste. Je suis resté là, seul, à regarder les vagues déferler, rythmiques, patientes, éternelles. De ma poche, j'ai sorti la pièce d'échec et l'ai fait tourner entre mes doigts. Tu avais raison, grand-père, ai-je chuchoté. Certaines batailles ne se livrent pas dans les salles de guerre. Elles se livrent dans les salons, autour des tables de dîner, au cœur des gens qui ont oublié ce que signifie l'honneur. Le vent a emporté les mots comme un salut. Quand je suis retourné en ville cette nuit-là, le nouveau siège de la fondation brillait doucement dans l'obscurité, un bâtiment modeste, mais vivant de sa mission. Sur le mur à l'intérieur étaient accrochés 2 drapeaux, côte à côte, et une seule citation gravée dans le laiton, « Le service n'est pas ce que nous faisons pour les médailles. C'est ce que nous faisons quand personne ne regarde. » Général Henri A. Chevalier. J'ai regardé les jeunes bénévoles qui triaient des fournitures et répondaient aux appels de vétérans. Voilà à quoi ressemblait un héritage. Pas la richesse, pas le prestige, mais la continuité. Avant de partir, j'ai écrit une courte note et l'ai placée sur mon bureau pour le briefing du personnel du lendemain matin. Souvenons-nous que chaque décision que nous prenons ici honore quelqu'un qui a un jour porté un uniforme. Rendez grand-père fier. Rendez la France fière. Élise Chevalier. Dehors, les premières étoiles s'éveillaient. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai souri. Mission accomplie, ai-je murmuré. Mais le travail continue. Puis, me tournant vers la caméra d'un monde qui ne verrait jamais vraiment toute l'histoire, j'ai parlé de la même manière que grand-père le faisait pour clore un rapport de terrain, ferme, clair et pleine d'une fierté tranquille. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour réfléchir à votre propre héritage. Souvenez-vous des personnes qui ont servi avant vous. Pardonnez à ceux qui vous ont déçus et honorez ceux qui ont cru en vous quand personne d'autre ne le faisait. Parce que la famille, ce n'est pas une question de sang ou d'héritage. C'est une question de qui se tient encore à vos côtés lorsque les uniformes ont disparu.